Vous achetez du miel à l'épicerie alors que vos tomates forment à peine des fruits et que vos fleurs de courge tombent avant de produire quoi que ce soit. Vous vous retrouvez à dépenser de l'argent pour des services de pollinisation ou à polliniser à la main avec un pinceau comme un genre de jardinier désespéré. La raison pour laquelle cela se produit est que votre jardin n'a pas d'abeilles. Et la raison pour laquelle votre jardin n'a pas d'abeilles est que votre jardin n'a pas de fleurs. Sans fleurs, il n'y a pas de nectar. Sans nectar, il n'y a pas d'abeilles. Sans abeilles, il n'y a pas de pollinisation. Et sans pollinisation, votre jardin produit peut-être 30% de ce qu'il pourrait réellement produire. C'est le problème des jardins potagers modernes. Ils sont conçus pour faire pousser des légumes et rien d'autre. Pas de fleurs, pas d'herbes aromatiques, pas de diversité, juste des rangées de tomates, de poivrons et de courges. Les abeilles survoltent ces jardins car il n'y a rien pour elles. Par conséquent, vous obtenez une pollinisation médiocre et de faible rendement. Vous finissez par acheter du miel au magasin alors que vous pourriez récolter 50 livres de miel par an dans votre propre jardin, tout en triplant simultanément le rendement de chaque légume nécessitant une pollinisation. Maintenant, voici ce que je vais vous montrer. Je vais vous présenter 15 fleurs que vous devez planter dans et autour de votre potager pour attirer les abeilles tout au long de la saison, du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Ce ne sont pas des fleurs ornementales qui restent là juste pour faire joli. Ce sont des fleurs utiles, ce sont des fleurs qui produisent des quantités massives de nectar et de pollen. Ce sont des fleurs auxquelles les abeilles ne peuvent pas résister. Ce sont des fleurs qui transformeront votre jardin en un aimant à pollinisateur. Lorsque vous plantez ces 15 fleurs dans la bonne séquence pour que quelque chose soit toujours en fleurs, vous créez ce que John Seymour appelle un système en circuit fermé. C'est un système où les abeilles pollinisent de vos légumes et, en retour, vous leur fournissez du nectar et du pollen. Le résultat est que vos rendements de légumes triplent. Vos courges produisent enfin. Vos tomates forment des fruits sur chaque bouquet. Vos concombres poussent droits et pleins. En plus de tout cela, vous récoltez 50 livres de miel chaque année sans jamais racheter un autre pot à l'épicerie. Ce n'est pas une théorie moderne de permaculture. C'est ainsi que chaque jardin de campagne a fonctionné pendant des milliers d'années. Seymour écrit que presque chaque chaumière gardait des abeilles, non pas comme un passe-temps, mais comme une partie essentielle du système de production alimentaire, car les abeilles et les jardins sont inséparables. Vous ne pouvez pas avoir un jardin productif sans abeilles, et vous ne pouvez pas élever d'abeilles sans fleurs. C'est ce système que je vais vous enseigner. La première fleur que vous devez planter est le crocus. La raison pour laquelle le crocus est si important est qu'il fleurit en février et mars, quand presque rien d'autre ne fleurit. Les abeilles ont désespérément besoin de nourriture après l'hiver, et le crocus fournit à la fois du nectar et du pollen à un moment où les abeilles sont affamées. Si vous plantez des bulbes de crocus à l'automne, ils se naturaliseront, se propageront et reviendront chaque année. Les abeilles les recouvriront dès qu'ils s'ouvriront. Ce nectar précoce donne à la colonie d'abeilles le regain d'énergie dont elle a besoin pour se préparer à la principale mielée de l'été. Sans fleurs printanières précoces comme le crocus, votre population locale d'abeilles reste faible et votre jardin en pâtit. La deuxième fleur que vous devez planter est le perce-neige. Le perce-neige fleurit encore plus tôt que le crocus, parfois en janvier selon votre climat. C'est l'une des toutes premières sources de pollen disponibles pour les abeilles. Les abeilles ont besoin de pollen pour nourrir leurs larves. Sans pollen, la colonie ne peut pas se développer. Le perce-neige fournit ce pollen précoce critique. Comme le crocus, c'est un bulbe que vous plantez une fois et qui revient pour toujours. Il se propage lentement au fil des ans jusqu'à ce que vous ayez des tapis de fleurs blanches couvrant le sol à la fin de l'hiver. Les abeilles butineront ces fleurs même par temps froid, même quand la température est à peine au-dessus du point de congélation, car elles ont un besoin vital de nourriture. La troisième fleur que vous devez planter est la floraison des arbres fruitiers. Je sais que ce n'est pas techniquement une fleur que l'on plante séparément, mais si vous avez des arbres fruitiers dans votre jardin, pommiers, poiriers, cerisiers ou pruniers, ces arbres produisent des quantités massives de nectar et de pollen en avril et mai. Les abeilles envahissent littéralement les fleurs des arbres fruitiers. C'est l'une des principales mielées de l'année. Si vous n'avez pas d'arbres fruitiers, vous devriez en planter au moins un ou deux, car ils remplissent un double objectif.
Ils nourrissent les abeilles au printemps et vous donnent des fruits en été et en automne. La pollinisation par les abeilles garantit que vos arbres fruitiers forment réellement des fruits, au lieu de simplement fleurir et de perdre toutes leurs fleurs. Seymour écrit que les arbres fruitiers ont toujours fait partie du jardin de campagne, car ils fournissaient de la nourriture à la fois aux humains et aux abeilles. C'est pourquoi les jardins avec des fleurs surpassent les jardins sans fleurs chaque année. La quatrième fleur que vous devez planter est la ciboulette. La ciboulette est une plante aromatique vivace qui produit des fleurs pompons violettes en mai et juin. Les abeilles adorent les fleurs de ciboulette. Elles les recouvrent complètement. L'avantage de la ciboulette est que vous pouvez récolter les feuilles pour la cuisine et laisser ensuite la plante fleurir pour les abeilles. La ciboulette se propage lentement et revient chaque année. Elle ne nécessite presque aucun entretien et pousse au soleil ou à mi-ombre. C'est l'une des plantes pour pollinisateurs les plus faciles à cultiver. Si vous laissez monter en graines et fleurir certains de vos oignons et de votre ail, les abeilles adorent aussi ces fleurs. C'est un exemple de la façon dont vous pouvez intégrer des fleurs pour pollinisateurs directement dans votre potager sans dédier d'espace séparé aux plantes ornementales. La cinquième fleur que vous devez planter est la bourrache. La bourrache est une plante annuelle qui se ressème vigoureusement, ce qui signifie que vous la plantez une fois et qu'elle revient pour toujours d'elle-même. La bourrache produit de magnifiques fleurs bleues en forme d'étoiles qui regorgent de nectar. Les abeilles butinent la bourrache constamment du matin au soir. La bourrache fleurit pendant des mois, de juin jusqu'en septembre. C'est l'une des meilleures plantes mellifères que vous puissiez cultiver. Les apiculteurs plantent spécifiquement de la bourrache près de leurs ruches car elle produit un miel clair et délicieux. La bourrache est également comestible. Les feuilles ont un goût de concombre et les fleurs sont comestibles aussi. Elle pousse dans les sols pauvres et ne nécessite ni engrais ni soins. Vous la laissez simplement faire et les abeilles s'occupent du reste. Ces fleurs printanières précoces sont ce qui renforce la colonie. La sixième fleur que vous devez planter est le tournesol. Les tournesols sont probablement les fleurs pour abeilles les plus emblématiques, et pour cause, car un seul capitule de tournesol peut contenir des milliers de minuscules fleurs serrées les unes contre les autres. Chacune de ces minuscules fleurs produit du nectar et du pollen. Les abeilles butinent les tournesols toute la journée. Les tournesols fleurissent en juillet et août, au moment de la mielée principale. C'est à ce moment que les abeilles stockent le miel pour l'hiver. Les tournesols fournissent des quantités massives de nectar et de pollen. Vous pouvez planter des tournesols géants qui atteignent 10 pieds de haut, ou des variétés plus petites qui mesurent 4 ou 5 pieds. Dans tous les cas, les abeilles les recouvriront. Une fois que les abeilles ont terminé, vous pouvez récolter les graines de tournesol pour vous-même ou les laisser pour les oiseaux en hiver. La septième fleur que vous devez planter est la lavande. La lavande est un arbuste vivace qui fleurit en juin et juillet. La lavande produit l'un des miels de la plus haute qualité au monde, léger, floral et délicieux. Les abeilles butinent les fleurs de lavande constamment. La lavande s'épanouit dans des conditions chaudes et sèches et ne nécessite presque pas d'eau une fois établie. Elle pousse dans les sols pauvres, résiste aux cervidés et tolère la sécheresse. Elle vit 10 ou 15 ans. Vous la plantez une fois et elle continue de produire. La lavande a également des propriétés médicinales. Vous pouvez faire sécher les fleurs pour des infusions ou des sachets. C'est l'une de ces plantes qui sert à plusieurs fins. La beauté, les abeilles, la médecine et le parfum. La huitième fleur que vous devez planter est l'origan. L'origan est une herbe vivace que la plupart des gens cultivent pour la cuisine. Mais si vous laissez l'origan fleurir en juillet et août, il produit des masses de minuscules fleurs roses et violettes que les abeilles envahissent. L'origan se propage vigoureusement et ne nécessite aucun soin, aucun engrais et aucune eau. Vous pouvez récolter les feuilles d'origan toute la saison puis le laisser fleurir à la fin de l'été. Le miel d'origan est sombre, fort et savoureux. Si vous laissez fleurir également une partie de votre thym et de votre sauge, les abeilles les adoreront aussi. La neuvième fleur que vous devez planter est le souci. Le souci est une fleur annuelle qui fleurit de juin jusqu'au gelée et produit des fleurs orange et jaune vifs que les abeilles butinent constamment. Le souci se ressème vigoureusement, vous le plantez donc une fois et il revient chaque année de lui-même. Le souci est aussi médicinal. Les fleurs ont des propriétés anti-inflammatoires. Le souci pousse dans n'importe quel sol et ne nécessite aucun soin. Il fleurit continuellement si vous supprimez les fleurs fanées. Il attire également des insectes bénéfiques
comme les coccinelles et les chrysopes, qui mangent les pucerons et autres ravageurs. C'est la différence entre un jardin qui vous nourrit et un jardin qui décore simplement votre cour. La 10e fleur que vous devez planter est la phacélie. La phacélie est une fleur annuelle spécifiquement cultivée par les apiculteurs comme plante de couverture, car elle produit des quantités incroyables de nectar. La phacélie fleurit en juin et juillet. Les fleurs sont violettes et ressemblent à des fougères, et les abeilles recouvrent la phacélie si complètement que l'on peut entendre le bourdonnement à 20 pieds de distance. La phacélie est également une culture d'engrais verts, ce qui signifie qu'après sa floraison, vous pouvez la faucher et l'enfouir dans le sol pour ajouter de la matière organique et de l'azote. La phacélie pousse vite, de la graine à la fleur en environ 6 semaines. Elle pousse dans n'importe quel sol et ne nécessite pas d'engrais. Vous pouvez échelonner les semis toutes les quelques semaines pour garder des fleurs tout l'été. C'est l'une de ces plantes qui sert à plusieurs fins: nourriture pour abeilles, engrais verts et amélioration du sol. La 11e fleur que vous devez planter est le cosmos. Le cosmos est une fleur annuelle qui fleurit de juillet jusqu'au gelée et produit de grandes fleurs semblables à des marguerites en rose, blanc et orange que les abeilles butinent toute la journée. Le cosmos est incroyablement facile à cultiver. Il suffit de ramasser les graines au printemps et elles germent en une semaine. Le cosmos pousse dans les sols pauvres. Il préfère d'ailleurs les sols pauvres et ne nécessite ni engrais ni eau une fois établi. Il fleurit continuellement jusqu'au gelée et se ressème tout seul. Vous le plantez donc une fois et il revient chaque année. Les fleurs d'été servent au stockage. La 12e fleur que vous devez planter est l'astère. Les astères sont des fleurs vivaces qui fleurissent en septembre et octobre quand presque tout le reste a cessé de fleurir. Les astères sont essentielles pour les abeilles car ils fournissent du nectar et du pollen de fin de saison dont les abeilles ont besoin pour constituer leurs réserves hivernales. Sans fleurs d'automne comme les astères, les colonies d'abeilles abordent l'hiver affaibli et beaucoup d'entre elles ne survivent pas. Les astères existent en violet, rose et blanc. Ils poussent de 2 à 4 pieds de haut, se propagent lentement, reviennent chaque année et ne nécessitent aucun soin. Les astères indigènes sont particulièrement précieux car ils ont coévolué avec les abeilles indigènes. Si vous plantez des astères, vous ne nourrissez pas seulement les abeilles mellifères, vous nourrissez les bourdons, les abeilles maçonnes et tous les autres pollinisateurs indigènes qui sont essentiels à la santé d'un jardin. La 13e fleur que vous devez planter est la verge d'or. La verge d'or fleurit en septembre et octobre. Elle produit des masses de fleurs jaunes vifs qui sont littéralement chargées de pollen. Les abeilles remplissent dans leur corbeille à pollen de verge d'or pour nourrir leurs larves avant l'hiver. La verge d'or a mauvaise réputation car les gens pensent qu'elle cause des allergies, mais c'est l'ambroisie, pas la verge d'or. Le pollen de la verge d'or est trop lourd pour être transporté par l'air. La verge d'or est l'une des sources de nectar d'automne les plus importantes pour les abeilles. Elle pousse dans n'importe quel sol, en plein soleil ou à mi-ombre, se propage lentement et revient chaque année. Elle ne nécessite aucun soin. Le miel de verge d'or est sombre et fort, et c'est la dernière mielée majeure de l'année. La 14e fleur que vous devez planter est le sédum. Le sédum est une plante succulente vivace qui fleurit en août et septembre. Le sédum produit des grappes à sommet plat de minuscules fleurs roses et les abeilles ainsi que les papillons recouvrent complètement les fleurs de sédum. Le sédum est incroyablement résistant à la sécheresse. Il pousse dans les sols pauvres, ne nécessite ni eau, ni engrais, ni soins et revient chaque année. Le sédum est également persistant. Le feuillage reste vert tout l'hiver et apporte structure et intérêt au jardin même quand rien d'autre ne pousse. Le sédum est l'une de ces plantes que l'on plante une fois et qu'on oublie et qui continue de produire année après année. La 15e fleur que vous devez planter est le sarrasin. Le sarrasin est une culture de couverture annuelle qui fleurit en juillet et août. Le sarrasin produit des masses de minuscules fleurs blanches qui regorgent de nectar. Le miel de sarrasin est sombre et fort et possède une saveur distinctive. Les apiculteurs plantent spécifiquement du sarrasin pour la production de miel. Le sarrasin pousse incroyablement vite, de la graine à la fleur en environ 30 jours. Il pousse dans n'importe quel sol, même les plus mauvais, et ne nécessite pas d'engrais.
Après sa floraison, vous pouvez le faucher et l'utiliser comme paillis ou l'enfouir dans le sol comme engrais vert. Le sarrasin étouffe également les mauvaises herbes car il pousse de manière très dense. C'est un autre exemple d'une plante qui sert à plusieurs fins. Nourriture pour les abeilles, engrais verts, suppression des mauvaises herbes et production de miel. Les fleurs d'automne servent à la survie. Maintenant, voici ce qui relie ces 15 fleurs entre elles. Il ne s'agit pas seulement de 15 fleurs, il s'agit d'une idée. Votre jardin ne devrait jamais être dépourvu de fleurs. Cela signifie que de février, quand les crocus fleurissent, jusqu'en octobre, quand les astères et la verge d'or terminent, il devrait toujours y avoir quelque chose en fleurs dans votre jardin. Lorsque vous plantez ces 15 fleurs en séquence, vous créez un flux de nectar continu qui soutient les abeilles tout au long de la saison. Les abeilles, en retour, pollinisent vos légumes. C'est ce que Seymour appelle le système en circuit fermé. Un système où chaque élément soutient tous les autres. Le résultat est que rien n'est gaspillé, aucune énergie n'est perdue, et le jardin devient plus productif chaque année. Voici le système pratique. En automne, plantez des bulbes de crocus et de perce-neige sur les bords de vos plates-bandes de jardin. Plantez-les par groupe de 20 ou 30 bulbes, et ils se naturaliseront et se propageront. Au début du printemps, laissez fleurir vos arbres fruitiers. Ne pulvérisez rien qui puisse nuire aux abeilles. En mai, laissez fleurir votre ciboulette et plantez des graines de bourrache directement dans le sol. En juin, plantez des graines de tournesol le long des bordures de votre jardin et laissez fleurir votre lavande et votre origan. En juillet, plantez des graines de souci, de facélie, de cosmos et de sarrasin. Vous pouvez échelonner ces semis toutes les quelques semaines pour assurer une floraison continue. En août, votre sédum fleurira automatiquement. En septembre et octobre, vos astères et votre verge d'or fleuriront, et ce seront les dernières fleurs de la saison. Si vous ne retenez rien d'autre, retenez ceci. Les abeilles et les jardins sont inséparables. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Lorsque vous plantez ces 15 fleurs, vous ne faites pas que cultiver des fleurs. Vous construisez un système. C'est un système qui produit des légumes, du miel, de la pollinisation et de la fertilité. Ce système ne nécessite ni produits chimiques, ni engrais, ni intrants achetés. Il fonctionne grâce à la lumière du soleil, au nectar et au travail des abeilles. Une fois que vous comprenez cela, le jardinage cesse d'être coûteux parce que vous n'achetez plus de miel. Vous ne pollinisez plus à la main. Vous ne luttez plus contre des rendements médiocres. Vous récoltez 50 livres de miel chaque année. Vos tomates forment des fruits sur chaque bouquet. Vos courges produisent 2 fois plus. Vos concombres poussent pleins et droits. Tout cela arrive parce que vous avez planté 15 fleurs. La recherche montre que les jardins bénéficiant d'une pollinisation adéquate produisent 2 à 3 fois plus de fruits que les jardins sans pollinisateur. Cela s'applique aux tomates, poivrons, courges, concombres, melons, haricots et arbres fruitiers. Si vous élevez des abeilles dans votre jardin, une seule ruche peut produire de 30 à 60 livres de miel par an, selon votre climat et la disponibilité du nectar. Si vous calculez la valeur de ce miel à 10 $ la livre, cela représente 300 $ à 600 $ de miel chaque année. En plus de cela, vos rendements de légumes ont doublé ou triplé, ce qui signifie que vous cultivez 2 fois plus de nourriture dans le même espace. Cela ne compte même pas la valeur des services de pollinisation que les agriculteurs commerciaux paient des centaines de dollars. Vous obtenez tout cela gratuitement simplement en plantant 15 fleurs. C'est ce que Seymour a compris. Un jardin n'est pas seulement un endroit où l'on cultive des légumes. Un jardin est un système vivant. C'est un système qui comprend des légumes, des fleurs, des herbes, des abeilles, des oiseaux et des organismes du sol. Lorsque vous concevez votre jardin comme un système au lieu d'une collection de plantes individuelles, le jardin devient autosuffisant. Il nécessite moins de travail, moins d'intrants et moins d'argent, tout en produisant plus de nourriture, plus de miel, plus de fertilité et plus d'abondance. C'est la différence entre l'agriculture industrielle, basée sur les intrants et le contrôle, et le jardinage écologique, basé sur les relations et la coopération. Les 15 fleurs que je viens de vous montrer sont le fondement de ce système. Elles sont le pont entre vos légumes et les abeilles. En les plantant, vous ne plantez pas seulement des fleurs, vous construisez une relation entre votre jardin et le monde naturel.
Cette relation vous nourrira pendant des décennies. Une fois que vous comprenez cela, le miel n'est plus quelque chose que vous achetez, et la pollinisation n'est plus quelque chose dont vous vous inquiétez parce que votre jardin est plein d'abeilles, vos abeilles sont pleines de nectar, et vos légumes sont pleins de fruits. Vous récoltez du miel en août, des tomates en juillet et des courges en septembre. Tout cela arrive parce que vous avez planté 15 fleurs. C'est le système que Seymour a enseigné et que les jardiniers de campagne ont utilisé pendant des milliers d'années. Ce système transformera votre jardin d'un endroit qui nécessite des intrants constants en un endroit qui produit une abondance constante. Le plus beau, c'est que vous plantez la plupart de ces fleurs une seule fois et qu'elles reviennent chaque année. Les bulbes se naturalisent, les vivaces se propagent, les annuels se ressement, et chaque année, le système se renforce. La population d'abeilles augmente, la pollinisation s'améliore et les rendements croissent. Imaginez-vous debout dans votre jardin en août. Avant, vous étiez là avec un pinceau à la main, pollinisant désespérément les fleurs une par une. Maintenant, vous êtes là avec un pot de miel dans une main et un panier de tomates dans l'autre. Vous n'achetez rien. Vous ne pulvérisez rien. Vous ne pollinisez rien à la main. Vous vous contentez de récolter parce que vous avez construit un système qui travaille avec la nature au lieu de contre elle. Ce système vous nourrit. La différence n'était pas l'effort. La différence était la conception. Si cette histoire a changé la façon dont vous regardez les fleurs de votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous révélons l'histoire et la sagesse naturelle qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez l'avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.